the first thing that would came to our mind will be Al-Qaeda. There was an understanding of the threat, but it was not that high on anybody's priority list. On a baissé la garde. We have suffered great loss, and in our grief and anger, we have found our mission and our moment. At CIA, the attitude was, we'll put some guys on a helicopter and fly into Afghanistan tomorrow. We know how to invade countries, unfortunately. Beaucoup de talibans ont été tués, mais la plupart ont été dispersés. Où sont-ils allés? Those who choose to live in denial may eventually be forced to live in fear. And we got it right. Well, I'm horrified that I was part of it. C'est un désastre géopolitique majeur. We should never have allowed that caliphate to get established. C'est le lion du Panjshir, l'icône de la résistance afghane. Dans sa vallée, le commandant Massoud arpente la ligne de front avec les talibans et reçoit les journalistes étrangers. Ce 9 septembre 2001, ce sont 2 reporters arabes qui se présentent à lui. We were always following him in order to make a big archive of his images. So that day, I had my own camera, and I just wanted to capture the interview. We were 4 people, me, another friend, and these 2 Arabs. The leader asked them, who you are, how did you came to Afghanistan, what kind of questions they have. At least one of the questions was that if you take over Afghanistan, what you gonna do with Al-Qaeda and the leader of Al-Qaeda, Osama bin Laden. And I was busy with my camera maybe for 15, 20, 30 seconds that I heard the voice of explosion. The voice was not so strong, just like when a football is exploding. Then when I look back to the building, I saw that all the doors and windows are crashed, there are gas and smoke. La caméra des faux journalistes a échappé à la vigilance des gardes. Les 2 hommes, en réalité membres d'Al-Qaïda, y ont dissimulé une charge explosive. I was with my grandmother. I was sitting with her and we were having food. My sister was with us as well. And I picked up a spoon to eat, and then it fell off my hand. And all of a sudden there was a rush of stress and adrenaline in my blood vessels and vein, and I was really scared and feared. And my grandmother asked me, "What is happening to you?" I said, "I don't know, but I have this strange feeling something happened to my father." At the exact moment when the attack and blast happened, hundreds of miles and kilometers away from where it happened, the helicopter landed. We saw the big hospital building, and there was another building at a distance, which was the morgue. And the car, instead of turning toward the hospital, it turned toward the morgue. And I knew that at that time that he's not alive anymore. Malgré la perte de leur chef emblématique, les principaux responsables de l'Alliance du Nord parviennent à maintenir l'unité du mouvement. Les héritiers de Massoud doivent faire face à la poussée des talibans, qui contrôlent déjà la quasi-totalité du pays. Al-Qaeda was working with Taliban right from the beginning. Al-Qaeda was thinking that taking advantage of the situation, say they will have a sort of permanent base in Afghanistan.
So there was this, the ideology was the same, the methods were more or less the same. Ce que le monde ne réalise pas encore, c'est que l'assassinat de Massoud n'est qu'une première étape. Flash spécial, un attentat selon les médias américains. Puisqu'on vient d'apprendre qu'un avion s'est écrasé tout en haut de l'une des 2 tours du World Trade Center. L'avion n'a pas dévié de sa trajectoire. Il semble bien qu'il se soit délibérément jeté sur la tour. En levant les yeux un peu avant 9 h, j'ai vu un immense nuage de fumée. J'ai appelé mes collaborateurs immédiatement. Et nous étions là à commenter ce qui nous paraissait être un accident gravissime lorsque nous avons vu, sous nos yeux, un deuxième avion. Et à ce moment-là, on a compris que ce n'était pas un accident, mais que l'Amérique était attaquée, qu'elle était en guerre. And I immediately called Assistant Secretary for Counterintelligence and said, we're under attack. Then about 2 minutes later, the Vice President called and said, please go down to the secure conference room. We need to have a video call. But I immediately realized that in the wake of the assassination, the bombing of Ahmed Shah Massoud, that the United States, and certainly me, I was guilty of a failure of imagination. Depuis des années, Massoud l'Afghan tentait de mettre en garde les Occidentaux contre la menace d'Al-Qaïda. Il le répétait inlassablement, comme lors de sa visite au Parlement européen de Strasbourg début 2001, ou encore lors de l'une de ses toutes dernières interviews, ici, 1 mois avant sa mort. Si Osama Ben Laden n'est pas occupé en Afghanistan, je pense que leur réseau ils feront beaucoup de dégâts à l'extérieur. Yes, of course. They were listening, but no action. Alors, dans la vallée du Panjshir, on comprend très vite que ces attentats aux États-Unis sont liés à l'Afghanistan. The people who are responsible for 9/11 are the same people who were responsible for my father's assassination. When these 2 Arabs entered our territory, it was almost 15 days before the 9th of September. Means that the plan was to assassinate the leader much more before 9th of September. If they succeed to do that, then they would have had enough time to clean up Afghanistan before the 9/11. I can tell you, it was interesting because when Ahmed Shah Massoud was killed, the Taliban was elated. They were absolutely elated. They thought, this is it, okay, without Massoud, finally we're going to win the war, etc., etc. La principale poche de résistance aux talibans et à Al-Qaïda n'a pas été vaincue. Une épine dans le pied pour Osama Ben Laden, qui sait parfaitement que dans leur riposte, les États-Unis pourront s'appuyer sur ces anciens soldats de Massoud. Au sein de la CIA, des agents tentent désespérément ces dernières années de faire d'Al-Qaïda la priorité du renseignement américain. Mais à Langley, le siège de l'agence, la direction fait la sourde oreille. I recruited a source who was a member of Al-Qaeda. So we fully recruited him. He went to work for us. And then I was subsequently told by
CIA headquarters that I had to break contact with him and stop meeting him, basically because he was a citizen of a country with whom we had friendly relations. And they were more concerned if we were caught meeting this guy about it potentially damaging diplomatic relations than they were about having a source inside Al-Qaeda. So I had to break contact. Al-Qaïda est dans le viseur de Washington depuis quelques années déjà. Le groupe a mené des attaques contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie en 1998 ou contre le navire USS Cole en 2000. Les espions américains repèrent Oussama Ben Laden à plusieurs reprises. When he was in Afghanistan, there were full operational plans written within the Central Intelligence Agency to go to Afghanistan and get rid of him. The original plan being, we're going to go to Afghanistan and we're going to kill this guy because he's getting ready to kill us, because he's already killing us, actually. And those plans were never approved. He was there with his family. There would have been women and children who would certainly have been killed as part of that operation. Après le 11 septembre, l'approche américaine change radicalement. Plus question de sentiment ou de demi-mesure. I want you all to know that America today is on bended knee in prayer for the people whose lives were lost here. I can hear you, the rest of the world hears you, and the people who knocked these buildings down will hear all of us soon. The day after 9/11, certainly within 24, 48 hours of that, I was back at CIA headquarters. And, and then there was a lot of anger, followed very quickly by okay, can we take the gloves off now? And can we now go do all of the things that we've been trying to get you to let us do? Like, it's too late, thousands of people are dead, but can now we finally be allowed to go end this? Moins de 48 heures après les attentats, la CIA tente désespérément d'infiltrer l'organisation terroriste au plus vite pour obtenir des informations et mieux l'anéantir. Certains se rappellent alors de l'ancienne source de Sam Fadis. Somebody from Counterterrorism Center actually came to talk to me and asked me if I knew how they could make contact with this guy and where they could find him. Which is a ridiculous question, right? He was a terrorist, wasn't my friend, wasn't my brother. We didn't keep in contact socially. He never knew my true name, obviously. You don't hang out with terrorist sources. You don't send them Christmas cards. Where is he? If I could guess, he's out there right now organizing follow-on operations to kill Americans. That's my guess. We have a great intelligence agency. We're still not the best intelligence in the world. And why? Because we don't have to be. We're not the Israelis. We're not being attacked on all sides. We're the free, democratic, open society with an open border to the south. Come on, what could go wrong here? And all of a sudden we discover evil exists. Et si démocrates comme républicains n'ont pas assez prêté attention à la menace terroriste, c'est que l'époque semble bien calme. You've got to remember in the 90s that we were celebrating the peace dividend. The wall came down. We cut back our intelligence investment, our funding for our intelligence community drastically. C'est vrai que la chute du bloc soviétique, la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, l'idée qu'on allait arriver à un accord entre les Palestiniens et les Israéliens dans le processus de paix engagé par Rabin et Arafat, ont créé pendant un certain nombre de mois, de longs mois, un climat qui était un climat plutôt optimiste, effectivement. Ça a été le 11 septembre la fin
d'une période brève, que je n'appellerais pas d'euphorie, mais de tranquillité internationale. Suddenly we discover, whoa, we don't have enough Arab speakers. We don't have enough Persian speakers. We don't have dialect speakers. Yes, we don't have enough of what we need. So if I'm correct, you say all of these, and I mean 9/11 attacks, was preventable? Without question, absolutely it was preventable. L'Amérique découvre ses failles. Le choc des attaques n'est pas encore passé, mais l'heure est déjà à la vengeance. Our grief has turned to anger, and anger to resolution. Whether we bring our enemies to justice or bring justice to our enemies, justice will be done. The first decision was to give Taliban a chance to hand over Osama bin Laden and al-Qaeda. And the first message to the Taliban in Afghanistan was, if you do that, you can remain in power. They had a very short deadline. They made it clear they were not going to turn over any of the al-Qaeda leadership. And so it followed inevitably from that we would take military action. À l'évidence, l'Occident ne pouvait pas le comprendre, n'a vu là, et je comprends que n'a vu là qu'un acte de sauvagerie, et face à une bête sauvage, qu'est-ce qu'on fait? On l'abat. On n'essaye pas de calculer pourquoi elle vous a mordu. Vous voyez, Every nation in every region now has a decision to make. Either you are with us or you are with the terrorists. Les décombres sont encore fumants. Moins de 10 jours après les attentats du 11 septembre, Jacques Chirac est le premier chef d'État étranger à se rendre sur place. Une visite prévue de longue date et que le président américain a tenu à maintenir. Le message est clair, les États-Unis sont touchés, mais toujours debout. Chirac a d'entrée de jeu dit au président américain que nous étions prêts à lui apporter toute notre aide. Le président Chirac lui a dit il n'y a qu'une chose que vous ne pouvez pas me demander, ce sont des opérations homo, c'est-à-dire des assassinats ciblés. Le président Bush était très surpris, je dois dire. On n'a pas le sentiment que cette administration va utiliser cette horreur pour conduire des guerres de grande ampleur ou pour se lancer dans des aventures militaires. Mais clairement, je veux dire, quand on connaît le président Bush un peu, clairement, je veux dire, c'était une affaire que les Américains allaient régler eux-mêmes. C'est évident. Très rapidement, une opération en Afghanistan se profile. C'est dans ce pays gouverné par les talibans qu'Al-Qaïda a installé sa base arrière. Les États-Unis se tournent d'abord vers le Pakistan voisin, dirigé par le général Musharraf. C'est l'un des seuls pays au monde à soutenir les talibans pour garder une certaine mainmise sur le pays. Islamabad s'achète ainsi la paix sur son flanc ouest, alors que les tensions sont récurrentes avec l'Inde à l'est. Le 11 septembre 2001, le général Mahmoud Ahmad, chef des services de renseignement militaire pakistanais, est en visite à Washington. He came in to see me and he wanted to explain to me that I had to understand the history of the Taliban and whatnot. And I said, no. General history begins today. And here are 6 demands or 7 demands that Secretary Powell and I wrote ourselves on a piece of paper and gave it to him and said, please get in touch with President Musharraf, talk to him about this. We need yeses on all of them, not yes maybes, yeses. He was very angry with me, and I could see that he was reluctant. I took him into my back office where I had displayed a Star of Pakistan, an award that was given to me during the Soviet war for supporting the Mujahideen from Pakistan. And I said to him, do you know what this is? And he said, of course, it's the Sitari Pakistani. And I said, that's right. And if you do not agree to our demands, no American will ever receive one of these again. I promise you.
Next day he came in and said President Musharraf had agreed with everything. The version that General Musharraf has given was that the message that was conveyed by General Mahmoud was that you are with us or we will bomb you into the Stone Age. In the subsequent months, I can tell you that my relationship with the ISI, the Pakistani Intelligence Service, shifted 180 degrees. Anything that we wanted with regard to al-Qaeda, they would give us, and we cooperated very, very closely. But those same rules did not apply to the Taliban. Les renseignements américains ont réussi à entrer en contact avec le Mollah Osmani, un adjoint du Mollah Omar, le fondateur des talibans. C'est Robert Grenier, le chef de station de la CIA dans la région, qui va à sa rencontre. L'espion veut le convaincre de lâcher Ben Laden. And he did something that I've never seen a Pashtun tribal leader do before. He took off his turban and he put it on the table beside him. And he seemed hopeless because he knew what a disaster was going to befall them if they went to war with the United States. And he said, tell me what I should do. So I said, look, we know that Mullah Omar can't, for many reasons, he can't break with bin Laden, but you can. You can do what Mullah Omar can't. It's up to you to save the movement. Nobody's saying that you should harm Mullah Omar, but you need to put him under house arrest. You need to immediately make a public statement saying what you're doing and why. You need to rally the rest of the Shura. And of course, we just went through the whole list, basically, how do you launch a coup? And he listened to me. He said, okay, I'll do it. And it was like a weight was lifted off his shoulders, and then he jumped in his vehicles and off they went back to Kandahar. So I was hoping against hope that his resolve would survive the trip to Kandahar, but I feared that it wouldn't, and in fact it did not. À défaut de convaincre les talibans d'abandonner Al-Qaïda, Washington s'apprête à les déloger du pouvoir par la force. Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, met le Pentagone en branle pour préparer l'offensive. Mais les militaires affirment que le temps important de préparation pour s'engager dans un pays si lointain et compliqué ne permet pas d'agir aussi vite que le souhaite George W. Bush. Rumsfeld was furious with the Army for not being able to get major ground forces into Afghanistan on a timely basis. Kabul's ready to fall and we have nobody there. At CIA, the attitude was, we'll put some guys on a helicopter and fly into Afghanistan tomorrow. Like, let's go. We don't care. We don't need hundreds of guys. Let's go. And in fact, that's actually how the invasion started, as everybody knows now. Old Russian helicopter and about 8 CIA guys, and fly in with bags of money to talk to a bunch of tribal leaders that fortunately we had maintained contact with over the years. Mais lorsque les tribus locales opposées aux talibans voient débarquer les valises remplies de dollars de la CIA, puis les forces spéciales américaines, elles comprennent que Washington est bien décidé à aller jusqu'au bout. Les combats commencent avec l'appui aérien des États-Unis qui bombardent les positions talibanes. L'Alliance du Nord progresse rapidement. Le mouvement du célèbre commandant Massoud, tué 2 jours avant le 11 septembre, se sent même pousser des ailes et décide, sans le feu vert des Américains, d'entrer dans Kaboul, la capitale. کابل به دلیل رفتار نادرستی که طالبان انجام داده بودند یا به یک شهر پرعقده تبدیل شده بود. نکنه که اگر ما وارد نشیم در کابل قتل و قتال بیشتر شود، مردم به فکر انتقام گیری شوند، کابل خدای نخواسته مورد چور و چپاول قرار بگیره. دوم، اگر ما وارد به شهر کابل نشیم نکنه که طالبان دوباره بازگشت بکنن. The military and CIA operation that defeated the Taliban and took Kabul is probably the most brilliant American military operation since the Second World War. Done exactly right, in my opinion. Very few Americans. U.S. air power. Tribal allies. The Taliban is destroyed. The beginning was quite straightforward. We know how to invade countries, unfortunately. Les membres d'Al-Qaïda se terrent désormais dans les montagnes afghanes. La Maison-Blanche veut éviter un vide du pouvoir et que le pays ne sombre dans le chaos. Plusieurs États étrangers acceptent d'intervenir militairement en Afghanistan.
Jacques Chirac notamment tient parole, mais lui et son Premier ministre Lionel Jospin restent très prudents. Pour l'essentiel, nous frapperons avec nos avions à partir d'un porte-avions que nous avons déployé en Méditerranée. Nous avons pendant un temps déployé des forces spéciales, mais pour l'essentiel, en accord avec le président de la République à l'époque, nous bornerons notre intervention à la sécurisation de notre ambassade, du siège des Nations Unies à Kaboul, qui a été ouvert. Au moins tant que je suis au gouvernement, jusqu'en 2002, donc, nous n'entrerons pas dans l'engrenage militaire afghan. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'un certain nombre de pays n'arrivaient pas là pour combattre. Vous avez des pays, et je pense notamment à l'Allemagne, c'était une des difficultés que nous avions avec eux, mais pas simplement l'Allemagne, qui avait des restrictions d'emploi. Soyons francs, en Afghanistan, les soldats de l'OTAN, ils font un peu de la figuration. Pour les Américains, il était important de montrer qu'ils n'étaient pas seuls, que ce n'était pas une invasion américaine, que c'était, voilà, qu'il y avait tout l'Occident civilisé était derrière les États-Unis. Certains profitent du calme après la chute des talibans pour s'engager à minima. Mais c'est un calme précaire qui règne en Afghanistan. Like 2002, 2003, up to 2004, the situation was getting better. You could travel from here to any part of the country. There was no district under Taliban control. Mais si les Américains progressent en Afghanistan, certains membres de l'administration ont de longue date une autre idée derrière la tête. Une idée qu'ils ont commencé à manifester dès les premières heures qui ont suivi le 11 septembre. Quelques jours après les attentats, le président George W. Bush réunit ses principaux responsables sécuritaires. Le secrétaire à la Défense, Donald Rumsfeld, vient avec son bras droit, un certain Paul Wolfowitz. The deputies, myself and others, were not supposed to go. Wolfowitz did go, and he spoke up in front of the president saying, Iraq, we got to use this as an opportunity for Iraq. And the president turned to the national security advisor and said, who is that? And she told him who it was, the Deputy Secretary of Defense. And he said, well, tell him to shut up. I don't want to hear about it anymore. We're focused on Afghanistan. 2 semaines plus tard, le Congrès a enfin débloqué la nomination de John Negroponte en tant qu'ambassadeur à l'ONU. Dans l'intervalle, Wolfowitz et consorts ont manifestement réussi à imposer l'Irak comme un sujet de préoccupation chez le président. Dès son premier jour en poste, Negroponte se voit assigner une tâche inattendue. I was given instructions to seek out the ambassador of Iraq to the United Nations to read him the following talking points. And then they gave me some very severe points for the ambassador of Iraq, which basically said, if you even think about taking advantage of our current preoccupation with Afghanistan, you can be sure we will take very severe measures against you. It was a very threatening message. It's October 2001, and this administration is already thinking about Iraq, and frankly, I think they're looking for ways to blame Iraq for what has happened. Le coup de semonce américain fuite dans la presse, mais passe un peu inaperçu. Le monde a les yeux rivés sur l'Afghanistan, où les talibans sont chassés du pouvoir par les États-Unis et leurs alliés locaux. Pourtant, en coulisses, l'administration Bush entame de sérieux préparatifs. L'année 2002 vient tout juste de débuter quand à Langley, au siège de la CIA, Sam Fadis se voit chargé de monter une équipe. The decision has already been made by the President of the United States, Bush, that we will invade. So, and I mean that exactly the way I say that. That's not we might invade or if there are weapons of mass destruction, we'll invade. No, the decision has been made, we're going to invade. So my job was to take in the first team to prepare for the invasion of Iraq. Fadis et ses hommes sont les premiers Américains à débarquer sur le sol irakien l'été 2002, bien avant les forces spéciales.
Ils ne sont que 8 à leur arrivée, mais au fil des mois, l'équipe se renforce. Près de 50 agents sont désormais basés au Kurdistan et ratissent tout le pays à la recherche d'armes de destruction massive. By the middle of 2002, there was no question to me that there was planning for an invasion. However, Powell and I continued to try to avoid the war and went back for that final UN resolution. La France, l'Allemagne et la Russie notamment s'opposent à une entrée en guerre sans raison valable. La résolution négociée avec les États-Unis permet de gagner du temps et de faire revenir les inspecteurs de l'ONU en Irak pour vérifier si Saddam Hussein a ou non des armes de destruction massive. Aux grandes dames du vice-président américain Dick Cheney. He told us a few things, and among the things that startled me a little was that we will not hesitate to discredit you in favor of disarmament. It was a little cryptical, but the meaning was, we realized later, was that if you do not find up and dig up weapons, then we will undertake the disarmament of Iraq ourselves. Hans Blix et son équipe d'inspecteurs parcourent le pays, visitent les sites suspects et même des palais du Raïs irakien, sans trouver la moindre trace de ces fameuses armes. Chemicals, weapons are not my marmalade. You keep track of it. And so you must have records of that. But then when we came to Saddam's palace on one of the couple of inspections there, and we went in all over the place, and the inspectors opened the refrigerators, they found only marmalade. No chemical weapons, only marmalade. Pour les Français, c'en est trop. Les États-Unis cherchent à légitimer leur très probable entrée en guerre par une nouvelle résolution de l'ONU. Mais Paris menace d'utiliser son droit de veto, c'est la rupture. Quelques semaines plus tard, Dominique de Villepin l'exprime vivement devant les Nations Unies. C'est un vieux pays. La France d'un vieux continent comme le mien, l'Europe, et qui sait tout ce qu'il doit aux combattants de la liberté venus d'Amérique. Fidèle à ses valeurs, il veut agir résolument avec tous les membres de la communauté internationale. Il croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Alors vous le savez, on n'applaudit jamais au Conseil de sécurité. Il a été applaudi spontanément. On a senti que quelque chose se passait. C'est vrai que ce jour-là, la France a été la voix d'une grande partie du monde. Et ce n'est pas négligeable. Ce discours magnifique a été perçu à Washington comme une claque. Et Colin Powell m'a convoqué dans son bureau en disant « Sergent David, j'ai essayé de vous aider pour plaider la cause de la raison face aux autres, c'est-à-dire le vice-président Dick Cheney, c'est-à-dire le ministre de la Défense Don Rumsfeld. Mais maintenant, je suis carbonisé. I'm carbonized. I was not mad at Dominic de Villepin at all. He never told us something that was not true. For me, there was no surprise in Dominic de Villepin. And I give him credit. He had the courage to tell us. Au sein de l'administration Bush, deux camps s'opposent. Les va-t-en-guerre menés par le vice-président Dick Cheney et le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, et les partisans de la négociation, incarnés par Colin Powell et son équipe. Lawrence Wilkerson reçoit un jour la visite d'un colonel du Pentagone, bien embêté. He said, well, they think you're spies. Spies? Spies for whom? They just don't like, your boss, Secretary Powell. Oh, okay, so you're telling me that we can't talk anymore? We want to talk, the colonel said to me. We want to talk. We need to talk. But Secretary of Defense told us we can't. So I realized that part of it, if not a large part of it, was they were talking about Syria, and they were talking about Iraq, and they were talking about Iran, and they were war planning for those countries. And they didn't want us to find out about it. Fin janvier 2003, Colin Powell quitte la Maison-Blanche pour rejoindre son adjoint au 7e étage du département d'État. George Bush vient de l'informer. Il va devoir prononcer un discours devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour présenter les preuves américaines. Le bureau du vice-président
vient de lui fournir un dossier complet. He said, frankly, pardon me, but it looks like crap. He said, so I'm going to go out to the CIA and spend the next several days out there going through each piece of intelligence to make sure that it stands up. Powell, flanqué de son fidèle chef de cabinet, passe donc la semaine à Langley, où le directeur de la CIA, George Tenet, met ses agents à disposition. When I got out there, I had no intelligence expert, professional intelligence expert, to tell George Tenet to go screw himself. You know, you're wrong, George. Sorry, let me tell you why you're wrong. So I failed there. Then I went out to the CIA and lived there for about 6 days and 6 nights. My team consisted of a speechwriter, Lynn Davidson, Barry Lowenkron, a former member of the National Intelligence Council, and George, the first day, refused to give me any access to the CIA's computers. So I called Barry over and I said, Barry, you still got your card? You still read in? He said, I don't know, let's see. He sat down at the terminal, checked in, bingo, he was still in. So I told, middle finger to Tenet, and we were on the computer. Pendant une semaine, chaque information est décortiquée. Beaucoup sont écartés par l'équipe du secrétaire d'État. La veille du discours devant le Conseil de sécurité, Powell, Tenet et leurs équipes se retrouvent à New York cette fois, au dernier étage de la représentation américaine à l'ONU. Le secrétaire d'État s'exerce à lire pour la première fois l'intégralité du discours à voix haute. He stopped speaking and the room was deathly quiet. And I'm sitting to his left and Tenet's sitting to his right. And he turned his head towards Tenet and he said, George, you guarantee me that everything in this presentation is the best you can do. And Tenet looked at him and said, yes, I do. And then Powell said, good, because you are going to be behind me tomorrow in camera. Saddam Hussein and his regime are busy doing all they possibly can to ensure that inspectors succeed in finding absolutely nothing. Je me penche vers Dominique de Villepin et je lui dis, ici dans cette salle, personne ne croit ce qu'il dit, je veux dire. Et peut-être pas lui-même. I sat across him from the table, and I remember very well that I felt increasingly skeptical about it, because it didn't square at all with our experience. We have diagrammed what our sources reported about these mobile facilities. Here you see both truck and rail car mounted mobile factories. We know what the fermenters look like. We know what the tanks, pumps, compressors, and other parts look like. How do you know these things? Who told you these things? And why can't we find any of the same stuff? We're here all day, every day, month after month after month, running, by the time we were done, hundreds of sources. But we can't find it. But one thing I can assure you is he had no intent to deceive anybody. There was no intention to deceive. He was simply acting on mistaken and incorrect information. He says it's a blot on his record which will never go away. He's not Edith Piaf. Je ne regrette rien. He regrets. L'administration Bush ne se contente pas de ce discours de Colin Powell. Ces têtes d'affiche tentent de convaincre leurs interlocuteurs à la moindre occasion. Je me souviens d'une réunion des ministres de l'OTAN avec Rumsfeld. Il est arrivé avec des photographies en nous disant « Voilà, j'ai la preuve que les Irakiens se préparent à lancer des missiles qui sont potentiellement des missiles nucléaires. » Il se trouve que juste avant que je parte, nos services de renseignement m'avaient donné des photos prises par nos satellites français de ce même endroit, sous un angle un peu différent. Et à ce moment-là, j'ai sorti les photos et j'ai dit « Monsieur le secrétaire d'État, regardez, ce sont des silos à blé. »
Il y a eu un silence, autant vous dire, dans cette réunion. Il était foudrage, ça se sentait, ça se voyait. Et là-dessus, il a sorti des éprouvettes en disant, voyez que là-dedans, il y a des virus de je ne sais pas quoi que nous avons récupérés en Irak, ce qui était évidemment aussi faux. J'avais demandé à mon voisin, c'était un Italien, je crois, qui était à côté de moi, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais? Je laisse tomber pour qu'on voit. Les dirigeants de la CIA se sont basés sur le témoignage d'une source des services allemands, baptisée Curveball, qu'ils n'ont jamais pu interroger. Les Allemands eux-mêmes mettaient fortement en doute ces accusations. Even in February 2003, I could not have stood up and said there are no weapons. I could say 700 inspections, we haven't found anything, and these are professional. Une question subsiste. Si le président irakien s'est réellement débarrassé de toute arme de destruction massive, notamment chimique, pourquoi n'en apporte-t-il pas la preuve? He was afraid of Iran. He thought Iran would take advantage of him. That's what it was. Mais pour Washington, peu importe les faits, faire tomber Saddam Hussein est devenu une obsession. At this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. La guerre a commencé la nuit dernière, mais c'est de toute évidence une nouvelle phase qui a débuté. Les missiles américains ont frappé 3 quartiers, notamment le quartier présidentiel de Saddam Hussein. Un raid au cœur même de Bagdad. Aujourd'hui, la ville a donc vraiment basculé dans la guerre. Je suis à Washington le jour de la chute de Bagdad. Je me rappelle, je suis à la Maison-Blanche, le directeur d'Europe me dit « Vous savez, ça prendra longtemps avant que les États-Unis pardonnent à la France. » Et moi, je réponds, vous savez, ça prendra longtemps avant que le monde pardonne aux États-Unis. Et là, je me lève et je sors. It went very quickly, and it was anticipated that the campaign militarily would go very quickly. And the big question was, well, what comes after? I remember calling my boss, the 3-star general, the Corps commander, and I said, I have good news and bad news. And he said, what's the good news? And I said, the good news is that we control Najaf. He said, terrific, congratulations. What's the bad news? I said, we control Najaf. What do you want us to do with it? Where are these guys that told us in Kuwait that you just get us to Baghdad and we'll take it from there? He said, well, give them a call. I did. And they said they were still getting organized. So that meant there were no Iraqi authorities there to help us with that. Everyone thought George Bush was a hero. Then about a week after that, the looting started. And the citizens of Iraq realized, there's no authority. None. And that's when our troubles really began. L'administration Bush ne connaît pas le doute. Guidée par une détermination quasi mystique à chasser Saddam Hussein du pouvoir. Et elle n'a pas encore pardonné à ceux qui se sont mis sur son chemin. La France a été l'objet d'une campagne massive à travers tous les médias américains. Le Pentagone faisait de la désinformation. C'est-à-dire qu'il disait la France livre des armes à Saddam Hussein pour abattre nos avions. La France fait tout pour que notre opération ne marche pas. Les Américains nous interdisaient d'utiliser la voie rapide de la route qui conduisait ou nous ramenait de l'aéroport, ce qui nous obligeait à prendre la voie lente, alors qu'il y avait une dizaine d'attentats par jour en moyenne. Les Américains, eux, d'ailleurs, ne prenaient même pas cette autoroute, ils se déplaçaient en hélicoptère. Donc ils exposaient notre vie quasiment volontairement. Mais une fois sur place, les Américains se retrouvent avec un pays sur les bras à gérer. Le chef de la diplomatie, Colin Powell, et la conseillère à la sécurité nationale, Condoleezza Rice, poussent la Maison-Blanche à assumer ses responsabilités.
Howell and Condi are the ones who convinced the president that he has occupying power responsibilities under the Geneva Accords and under international law writ large, and that he's got to stay. And then Jerry Bremer gets picked, and Jerry Bremer goes in to be the proconsul, and so forth and so on. L'ancien diplomate Paul Bremer, surnommé Jerry, est nommé à la tête de l'autorité provisoire. Il devient de facto le chef de l'État irakien et à carte blanche du président Bush, notamment pour mener à bien la débasification. Le Baas était le parti unique sous la dictature de Saddam Hussein. Un passage obligé pour tout poste à responsabilité, dans le gouvernement comme dans l'armée. I was present at a meeting before the invasion of Iraq with President Bush. 2 decisions were made by the president. First was we would de-Baathify only to a certain level. The second decision was one that we actually, from military airplane, dropped leaflets onto the soldiers, and it said, "Soldiers of the Iraqi army, go home. We will call you back." One of the first things Bremer did when he was in Iraq was in some fashion turn around those 2 decisions and reversed them. He disbands the entire military. And I remember one of the colonels saying to me, "Do you know what that meant? That meant that something like 50,000 Republican Guard soldiers went home with their weapons and said, 'I'm now opposing the government.'" Automatically, just like that. So Jerry did that. I was presented with the order before I left Washington. I was given it by the Defense Department and told that it had been coordinated entirely within the U.S. government. Bremer dément toute responsabilité, mais dit avoir fait une erreur, avoir confié une partie de cette tâche aux Irakiens eux-mêmes. أنا كنت أحد الذين أيضا شركاء في هذه اللجنة في هيئة إشادات البعث. البرنامج تأتي أهميته من أن العراق محكوم إلى هذا الحزب، وهذا الحزب حزب دكتاتوري وحزب إرهابي، وليس من الصحيح والمعقول أن يبقى أعضاء هذا الحزب طليقين كما حصل في ألمانيا بالنسبة للحزب النازي. لذلك كان من الطبيعي جدا ومن الضروري أن تحصل عملية عزل وإبعاد هؤلاء عن إدارة الدولة الجديدة. People make false statements about it. They say that this order collapsed the Iraqi government. This is nonsense. The order was designed to affect only the top 2% of the party. In fact, one of the results was that the school teachers were all thrown out. School teachers, had to join the Ba'ath Party in order to be teachers. They were no threat by and large, but kids weren't being taught in school because the teachers had been de-Baathified. So it really was a disaster. لا شك في أن بعض الأساتذة الذين حصلوا على درجة أستاذية أو دكتوراه في الجامعات كانوا بعثيين، بل بعضهم كانت رسالته الدكتوراه أو الماجستير عن خطابات صدام حسين. هل يستحق هذا الأستاذ أن يكون أستاذاً في جامعة وهو يكتب رسالة دكتوراه في خطابات صدام حسين؟ Robert Grenier se rend toutes les semaines à la Maison-Blanche. Ce responsable de la CIA informe le président Bush de l'évolution de la situation en Irak. Un matin, Grenier a la surprise de découvrir que Paul Bremer se joint à la réunion. There's Paul Bremer sitting there. So which made it a little bit more uncomfortable because basically we were saying that the policies that are being pursued by Mr. Bremer are a disaster and this is what they're leading to. But we delivered that briefing to the president. And the president looked at Bremer, and I remember as clear as though it were yesterday. He said, "What do you say, Bremer?" And Mr. Bremer said, "I just don't see any way forward other than along the lines that we're pursuing right now." And that was the end of the meeting, and things went on from there. And that really was the source of the original large numbers of individuals who would become insurgents or extremists. Noting that you had some others, of course, who were truly who became true al-Qaeda affiliates, al-Qaeda in Iraq, led initially, of course, by Zarqawi until his death in 2006. But that was
these two decisions were truly catastrophic and represented setbacks from which we could never fully recover. I respect the American generals who think that this was a mistake, but they didn't have the responsibility that I had, which was to get it right. And we got it right. Cette invasion a des répercussions au-delà des frontières du pays. Car pendant que les Américains mettent toutes leurs forces dans la bataille en Irak, la situation s'aggrave fortement en Afghanistan. We, me, all of us, took our eye off of the ball. And some in the administration in the middle of 2002 started thinking about Iraq. And we put Afghanistan, frankly, on automatic pilot and turned our attention to Iraq and left Afghanistan just drift. Beaucoup de talibans ont été tués. Les autres, certains ont été arrêtés, mais la plupart ont été dispersés. La question que personne ne s'est posée sérieusement, où sont-ils allés? Où étaient-ils? Ils n'ont pas disparu. Oui, c'est ce que me disaient d'ailleurs les militaires. Ils me disaient, mais les talibans, que pour nous, nous partons le matin faire une patrouille. On voit des Afghans dans le champ qui nous font bonjour, etc., et qui nous font des signes amicaux. Ils disent, on revient le soir, les mêmes ont pris des fusils et nous tirent dessus. Quelle différence y a-t-il? Les talibans sont aussi des Afghans et ils se fondent complètement dans la population. Chaque année, la sécurité se dégrade un peu plus. Lorsqu'il arrive à la Maison-Blanche début 2009, Barack Obama hérite d'une situation particulièrement préoccupante. Après de nombreuses hésitations à s'engager dans un conflit dont il veut sortir, le nouveau président américain décide de frapper fort pour mettre un coup d'arrêt à l'insurrection. Barack Obama surged 30,000 troops into Afghanistan and said, 18 months from now, we're pulling them out. Okay, this is obviously a ridiculous thing to do. I mean, don't send them or send them and tell them to come home when they finish the job. En tout, plus de 100 000 soldats américains et des dizaines de milliers d'hommes de l'OTAN sont désormais déployés dans le pays. Mais les talibans ne sont pas à 18 mois près. Ils continuent leurs nombreuses attaques contre les soldats étrangers. Ils le savent, ces troupes finiront par partir un jour, contrairement à eux. D'autant qu'à Washington, on réalise peu à peu que depuis le début, les Pakistanais disent aux Américains ce qu'ils ont envie d'entendre. Let me right away say that Pakistan has taken a considered decision to be a part of the coalition, to be with the United States, to fight terrorism in all its forms, wherever it exists. May we? Of course. They were playing a double game. They were doing enough to keep the Americans off their back and to get the assistance from America. At the same time, certain elements of Pakistan armed forces were supporting the Taliban. But if you look at it from their perspective, they were protecting themselves because they couldn't be sure what the future would bring. 100% cooperation definitely never came from Pakistan. And the Bush administration's error was to think that it will be a gradual process. They were happy with 30-40% cooperation in the beginning, then 50%. They never understood that as long as it's not 100%, then it will regenerate itself. Le problème, c'est que nous sommes des Occidentaux, et j'aurais tendance à dire que justement notre vision, c'est la capitale, c'est la construction d'un État central. C'est un peu le modèle que nous connaissons et nous ne sommes pas capables de pousser un autre modèle. People say, why can't we win the war in Afghanistan? I say, you won the war in Afghanistan about 5 months into it, right? All your objectives were achieved, all of them. And then you came up with a brand new plan to turn Afghanistan into Switzerland in Central Asia. Mais l'administration Bush néglige la reconstruction, notamment économique, du pays. Elle n'y consacre au début du conflit que $52 par habitant, contre $814 au Kosovo ou même $1390 en Bosnie quelques années plus tôt.
Si vous donnez à quelqu'un un fusil et vous lui dites qu'il travaille pour l'État, il ne peut pas nourrir ses enfants, à quoi vous vous attendez? Enfin, il est obligé presque d'utiliser son fusil pour nourrir ses gosses. Ça, c'est une très, très grande question qui se pose dans énormément de pays du tiers-monde. C'est pas la peine de chercher midi à 14 heures. À 2000 km de là, en Irak, le controversé Paul Bremer a passé la main. Et là aussi, les Américains perdent le contrôle. Le 22 février 2006, un nouveau cycle de violence frappe le pays. Le dynamitage de la mosquée de Samarra, qui était un lieu historique, déclenche quelque chose qui ressemble vraiment à une guerre civile, avec un très grand nombre de morts. On était à Bagdad à une moyenne de 3000 morts par mois. The different states in the region, so they encouraged the extremists to come from all the different countries to enter Iraq. They supplied them with hundreds or thousands of car bombs, and the extremists succeeded to instigate a sectarian tension among the Iraqis. Pour contrer cette vague de violence qui submerge le pays, George Bush fait appel au général Petraeus et il ordonne l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires début 2007. C'est ce que les Américains appellent le surge. What made the surge successful was not the surge of forces. It was the surge of ideas. It was the way we changed our strategy and our tactics on the ground. And all of that was 180 degrees different from what we had been doing prior to the surge. It's very clear to us that we needed to go back into the neighborhoods, that we had to secure the people, and we could only do that by living with the people. La guerre en Irak, c'est aussi la révélation de pratiques inhumaines menées par l'armée américaine. À 20 km à l'ouest de Bagdad, la prison d'Abu Ghraib était utilisée comme centre de torture du temps de Saddam. Les Américains en ont pris le contrôle, mais n'en ont pas changé la nature. Au printemps 2004, des photos et rapports choquent le monde. Ils prouvent que des soldats ont torturé et abusé sexuellement des détenus irakiens. Abu Ghraib was a catastrophic mistake. It is what we term a non-biodegradable mistake. It's never going away. Maybe there will be a half-life at some point, but those images, those pictures, those photos are still online, very easily found, and that will continue to be a motivator for those who want to criticize the United States, to generate support for extremist activities. And it did galvanize Sunni Arabs in particular, again, to fight the United States in the years after that was discovered. Never before in the history of America has the President of the United States authorized human beings to be tortured. And that's what George W. Bush did, under the heavy influence of Vice President Dick Cheney and his counsel, David Addington. We violated domestic law, we violated international law for sure, when we tortured people. No accountability has been achieved. They're war criminals. If it means I go to jail as a war criminal, as long as they go to jail as war criminals, I'll be happy. Au fil des mois, Le Monde et notamment Colin Powell découvrent que les arguments pour entrer en guerre présentés par la Maison-Blanche et le directeur de la CIA, George Tenet, étaient tous fallacieux. I remember in August, he walked through the door to our offices and he said, "Have you heard the latest?"
George has still got those pictures up on his website. I said, pictures? Pictures? He said, yeah, pictures of the mobile biological labs. They're still there. And I said, well, obviously George still believes that they were mobile biological laboratories. And Powell said, well, I guess that's the only leg of my presentation that's standing because all the others had been taken down over the course of the summer. A week later, he comes back in and he says, George just called me. The last leg has collapsed. There were no biological labs. And I'm sitting there thinking, well, you know, you and I are both just naive as hell. That's the real problem. We're naive as hell. Si la politique mise en place par les États-Unis sème le chaos, les responsables irakiens que les Américains ont emmenés dans leur bagage en 2003 n'aident pas à apaiser les tensions. Prime Minister Maliki pursued terrible sectarian activities that once again alienated the Sunni Arabs, once again made them feel dispossessed, and once again gave them an incentive in the failure of the new Iraq rather than its success. And of course, it was that which allowed al-Qaeda in Iraq, now the Islamic State, to reconstitute itself, to drift into Syria, to gain additional combat power, and then come back into Iraq and cause such significant problems establishing a caliphate, which had Mosul as its headquarters in the north, and of course Raqqa as its headquarters in Syria. والله أنا ما أعرف شنو الخطأ في نظره، ربما هو يراه خطأ وأنا أراه صحيح، بس هو شنو الخطأ اللي تعرض إلا وأنه ارتكبناه الخطأ اللي موجود، هو ما كان معنا في كل مرحلة وجوده إلا كان منسجما يعني، وكنا نعمل معا واستطعنا أن نحقق انتصارات معا على داعش وعلى الإرهاب وإعادة توحيد العراق. La situation naviguera entre le pire et le moins pire au fil des ans, avec tout de même quelques progrès notables, comme la tenue d'élections. Mais une question reste sans réponse, celle du péché originel des plus néoconservateurs de l'administration Bush. I think maybe the biggest question of them all. Why did they decide to go into Iraq? And I think that is still the big unknown. Why? Saddam could hardly do anything. He wasn't a threat to anybody at the time. So I don't know anybody who can give you a convincing answer to that question. Some of them still believe there are weapons. Pardon me, that's fucking insane. Pardon me. I, Leon E. Panetta, do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States, support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. Against all enemies, foreign and domestic. When I became director of the CIA, the president brought me to the Oval Office and said that one of my most important priorities was to go after bin Laden. And as a result, I pulled together a task force at the CIA to do nothing else but to go after bin Laden. I said, that is your principal mission. And you are to report to me every week as to what is happening. À force de persévérance, cette équipe de la CIA repère le coursier de Ben Laden. L'homme fait des allers-retours suspects vers une villa transformée en forteresse. Cette bâtisse, au mur haut de 4 à 6 mètres, est installée à 2 pas d'une base militaire à Abbottabad, au Pakistan. Le coursier parcourt systématiquement au moins 150 km pour téléphoner. We were observing the compound, and there was this probably middle-aged individual who used to come out like a prisoner in a prison yard.
and he would walk in circles very rapidly around, and then he would go back inside. And I remember telling the CIA, you've got to get a facial identification. This could be bin Laden. And they said, you know, Mr. Director, there are walls there, 18-foot walls, 12-foot walls. We really can't get a good shot. I said to all of them, I said, you know, I've seen movies where the CIA can do this. La CIA a de forts soupçons, mais toujours aucune certitude. Barack Obama décide de prendre le risque et autorise l'opération. Une équipe de Navy SEALs est envoyée clandestinement au Pakistan en hélicoptère, donner l'assaut sur la cible. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Dix ans après le 11 septembre, le principal responsable des attentats est donc hors d'état de nuire. Les renforts importants envoyés en Irak et en Afghanistan ont donné l'illusion d'une situation un peu moins compliquée, essentiellement en Irak. I think we relaxed way too much, and it did go badly. We should never have allowed that caliphate to get established in the northern part of Iraq. It made no sense. Look what it did with Syria. I mean, we're still fighting. I mean, we've got troops over there. People are still dying. Some states encouraged tens of thousands of foreign fighters to come to Syria in order to bring Syrian regime down. They used the border between Iraq and Syria. This is one of the main reasons of the success of the terrorists in Iraq. We were wishing that these bad people weren't so bad, and if we were nice, they'd just be nice. So we'll bake you a cake for your birthday, and you come on, and we'll all have a piece of cake. Boom. D'anciens du régime de Saddam et des islamistes plus ou moins radicaux, libérés des geôles américaines en Irak, vont trouver un terrain d'entente. Ils se rejoignent pour grossir les rangs d'Al-Qaïda dans le pays, d'abord dirigé par Abu Musab al-Zarqawi, puis de l'organisation État islamique quelques années plus tard. What we did do is we gave rise to Mr. al-Zarqawi and ISIS, and that allowed murder, mayhem, and terror to exist all throughout the country and allowed ISIS to rear its head for another decade and eventually establish a caliphate. Now, fortunately, by the U.S. and international and Iraqi fighters, they've eliminated the caliphate, but they've not eliminated ISIS. It's still a factor. Entre groupes terroristes, confusion politique et influence d'acteurs étrangers, l'Irak est loin d'avoir retrouvé sa stabilité et sa souveraineté d'antan. L'Irak était un pays qui fonctionnait. Il y avait à la tête un dictateur terrible, beaucoup de corruption. Mais la corruption qu'il y avait sous Saddam, c'était des enfantillages comparé à la corruption qui existe aujourd'hui. It was not a failure. The per capita GDP in Iraq today is 5 times what it was in 2003. The infant mortality rate has dropped. Life expectancy has gotten longer. So the Iraqis are better off today than they were under Saddam Hussein. Si les groupes terroristes qui ont frappé la région et l'Occident, comme Al-Qaïda et l'organisation État islamique, sont sunnites, à Washington, certains néoconservateurs persistent à penser qu'ils ne représentent pas la principale menace. Well, the Sunni Islamists don't have a nuclear weapons program either, nor do they have chemical or biological weapons program as Iran does. The fact is that the capability to inflict massive damage, well beyond the horror of 9/11, but much greater
than that goes to the country that develops both the terrorist capability and the weapon of mass destruction, which is why Iran is the central threat. Paradoxalement, c'est la politique mise en place par ces mêmes néoconservateurs qui a renforcé leur ennemi juré. Quand je suis allé aux États-Unis, où John Negroponte, qui était devenu le directeur du renseignement national américain, m'avait reçu, m'avait accueilli, et j'avais rencontré aussi des collaborateurs du président Bush, et qui m'avaient dit, voilà, on entend dire de plus en plus que nous avons livré l'Irak à l'Iran sur un plateau d'argent. Qu'en pensez-vous? Et je leur ai répondu que ce qui m'étonnait, c'est qu'ils ne s'en rendent compte que maintenant. Les Américains avaient la force, avaient la capacité, avaient l'argent pour stabiliser le pays et pour le stabiliser autour d'un pouvoir chiite, proche de l'Iran. Ils faisaient, au fond, le boulot rêvé des Iraniens. C'est un désastre géopolitique majeur. L'Irak était un pays qui était le barrage face aux ambitions iraniennes, et tout ce qui découle au Moyen-Orient aujourd'hui provient de là. Si les Saoudiens et les Émiratis sont terrorisés par l'Iran, c'est justement parce qu'il n'y a plus d'Irak. Donc ils se sont rapprochés d'Israël. Si vous êtes à Abu Dhabi, évidemment que vous êtes inquiet d'avoir l'Iran en face de vous. La situation est encore plus compliquée en Afghanistan qu'en Irak. Les talibans, qui s'étaient évaporés en décembre 2001, contrôlent désormais la quasi-totalité du territoire et ont repris Kaboul avant même le départ définitif des Américains. En faisant des investissements très lourds, on a oublié deux choses. On a oublié la vie quotidienne et on a oublié le problème de la drogue. Si on n'éradique pas la drogue, on ne peut pas éradiquer le terrorisme. Parce que la drogue finance directement ou indirectement les mouvements terroristes qui perçoivent leurs impôts sur la drogue. N'oublions pas que l'Afghanistan est le premier pays producteur d'héroïne dans le monde. J'ai essayé d'en parler également au secrétaire général de l'ONU. Et je dois dire que j'ai eu un intérêt poli, bien sûr, parce qu'on est toujours poli dans les réunions internationales, mais il n'y a eu rigoureusement aucune suite. Malgré l'adoption d'une constitution avec un pouvoir central, le gouvernement afghan que dirigeait Ashraf Ghani n'avait jamais réussi à imposer sa loi sur l'ensemble du pays. L'ancien vice-président Younous Kanouni dénonçait cette situation quelques semaines avant le retour des talibans à Kaboul. و دلیل از اینکه هنوز نیروهای دفاعی ما به مرحله خودکفایی نرسیدن، در حالی که روزانه قربانی میدن که مورد حمایت مردم ما قرار دارن. هنوز هم اتکای افغانستان یکی از ضعف‌های 20 سال گذشته مایی بود که اتکای افغانستان یعنی دولت افغانستان با کمک‌های بیرونی است. Je posais la question justement à Ashraf Ghani quand je suis allé lui faire ma visite de départ et je lui avais demandé comment il voyait la situation et comment il envisageait le gouvernement d'un pays dont 30% échappaient au contrôle du gouvernement. Et il m'a fait cette réponse pleine de sagesse que si je regardais l'histoire de l'Afghanistan depuis 400 ou 500 ans, eh bien je verrais que aucun gouvernement afghan n'a jamais contrôlé la totalité du pays. Et pourtant, me dit-il, l'Afghanistan existe toujours et existera toujours. Le retrait des forces américaines décidé par Joe Biden a été le dernier clou dans le cercueil des espoirs occidentaux et de la société civile locale. 20 ans après le 11 septembre, l'Afghanistan est revenu à la case départ. We still have to play a role in making sure that neither Iraq or Afghanistan again becomes a base of operations for terrorism. Unfortunately, when we left Iraq and the Shias took control, they eliminated the Sunnis from operations in the government, from the military, and the Sunnis soon joined with ISIS and created the force that came back into Iraq. And the United States had to go back into Iraq to make sure that ISIS would not control
Iraq. We have to make sure we don't make the same mistake in Afghanistan. L'administration Bush a entraîné le monde dans 2 décennies de guerre, avec des centaines de milliers de morts au bas mot, des milliers de milliards de dollars dépensés, des pays et une région qui ne se portent pas mieux, et une menace djihadiste aujourd'hui décuplée. Nous découvrons que, après tout, une dictature, c'est mieux qu'une guerre civile. C'est terrible à dire. Regardez ce qui est arrivé à l'Irak. Saddam Hussein était un dictateur atroce, mais honnêtement, est-ce que ça a atteint ces centaines de milliers de morts? Do I regret it? Yes, I do, sir. Yeah, I regret it because 4 or more thousand of my citizens are dead. I can't imagine how many Iraqis. Situation is somewhat better now, but ISIS is still around. I'm horrified with those associated with Iraq, and I feel it's a debt I owe my citizens. I have no regret. The only regret I have is that we didn't do it in 1991. I wish I'd never had anything to do with it. Every death that occurred in Iraq on the Iraqi side and on the U.S. side, the British side, the other sides, coalition sides, I feel like I have some responsibility for. Not a good feeling. And I don't think that there is the attention to understand 9/11 very well anymore. I think it's yesteryear for today's generations coming forward. I don't think there are lessons that we have learned have been taken seriously. And to prove my point, we are still not doing very well in the war on radical Islam. I can still show you Boko Haram. I can still show you atrocities. I can still go to any country you want and show you that things are less stable right now than they were when I left the agency in 2006. And I'm not kidding. We know how to go after terrorists and to kill them. But one thing we haven't worked on is how do we prevent terrorists from becoming terrorists? That's something we haven't focused as much attention on. We don't learn lessons in America. We made a mess. We killed a lot of people, 2.5 million people. We dropped more iron bombs on North Vietnam, Laos, and Cambodia than we dropped in World War II. And we didn't learn a thing. So the answer to your question is Americans don't learn anything. Americans, we should be called the United States of amnesia.